Les enjeux pour la biodiversité. La disparition d'espèces de milieux de fonctionnalité naturelle. Quels sont les mécanismes qui réduisent les effectifs d'espèces en danger? Comment notre développement détruit-il le fonctionnement d'une nature que nous regrettons? Quels sont les angles d'attaque pour freiner cette érosion? Espèces menacées, l'érosion de la biodiversité. Espèces en danger critique d'extinction, en danger, menacées, vulnérables. On essaie de faire un tri dans les problèmes à résoudre pour freiner cette érosion si préoccupante de la biodiversité. Les choses aboutissent parfois à classer certaines espèces en espèces protégées. La loi sur la protection de la nature de 1976 a permis cette première avancée, donc globalement les rapaces ont été les premiers bénéficiaires. Mais un simple classement est insuffisant s'il ne s'accompagne pas de mesures concrètes de terrain. C'est l'objet de la gestion de certains milieux, biotopes indispensables à certaines espèces, et de la mise au point de plans de restauration lorsque le problème à résoudre à résoudre à une plus grande échelle. La fragmentation des milieux. Le découpage des espaces par les routes, les voies ferrées, leur conversion en culture et boisement intensif, le développement de l'urbanisme finissent par isoler complètement les sites d'intérêt encore naturels et les transforment en véritables îles. Ainsi isolées, beaucoup de populations d'espèces à problème n'ont plus de contact avec leurs congénères et se trouvent réduites à de petits effectifs, ce qui les conduit irrémédiablement vers l'extinction locale. D'où le travail actuel mené dans la mise en réseau des espaces remarquables par le biais de corridors écologiques dont beaucoup restent à inventer. Enfin, tout naturellement, une île est isolée parce que la mer qui l'entoure est hostile. Des actions pour repenser la nature productive s'imposent donc, et là, presque tout est à imaginer, et l'idée d'un remembrement écologique serait la voie objective en protection de la nature. La fin des milieux pauvres. Tourbières, landes, prés maigres, pelouses sèches, cours d'eau et étendues d'eau oligotrophes, autant de milieux dont le point commun est leur rareté, car ces milieux sont pauvres, pauvres en éléments minéraux nutritifs, à une période où les engrais et la pollution répandent partout leur fertilisation. Ici, l'urgence est de prohiber toute forme d'enrichissement minéral et organique, voire d'initier des processus d'appauvrissement. L'abandon des milieux agricoles difficiles. Beaucoup de milieux agricoles difficiles, souvent de petites superficies n'ayant pas encore changé de propriétaire après héritage, passent par une phase d'abandon qui voit les arbres s'installer et les milieux ouverts disparaître. Une quinzaine d'années suffisent à en faire des espaces forestiers jeunes qui soit vieillissent, soit sont replantés, soit sont défrichés pour une mise en culture intensive. Prés humides et tourbières, excès d'eau, pelouses sèches et landes, quand la roche est très près de la surface, constituent ces milieux agricoles traditionnels souvent abandonnés. Les espèces invasives. Un certain nombre d'espèces végétales et animales originaires d'autres régions de notre planète se sont implantées chez nous avec notre aide et curieusement et spectaculairement pour certaines d'entre elles explosent littéralement. Leur effectif augmente à grande vitesse. Leur aire de répartition s'étend aussi vite et c'est une invasion qui gagne tout le pays. Jussies, ambroisie, renouée du Japon, ragondins, visons d'Amérique, grenouilles taureaux, autant d'envahisseurs qui, chacun dans son domaine, contrarient et perturbent l'écologie des milieux avec des conséquences dommageables. Perte d'espèces, banalisation des milieux, mise en place de moyens de lutte dangereux. Les interventions de limitation, voire d'éradication, on enlève tout, sont désormais classiques dans les opérations de gestion de milieux. Quelques habitats naturels au sein du réseau Natura 2000. Donc, type Corinne Biotope. Par exemple, les landes, fruticées et prairies. Évaluation de la superficie des habitats d'intérêt communautaire, environ 794 000 hectares. Quelques éléments descriptifs pour l'habitat le plus commun. Pelouse sèche semi-naturelle et faciès d'embuissement sur calcaire. Type d'habitat diversifié, 39 habitats élémentaires. Forte richesse floristique et entomologique. Présence de sites d'orchidées remarquables. Surface estimée en Natura 2000, environ 100 000, 103 600 hectares. Et principale menace, abandon du pastoralisme, reboisement, surpâturage, exploitation de la roche, sport motorisé, urbanisation. Pour les forêts, environ 622 000 hectares. Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia, correspond au bois de chêne vert. Intérêt de mosaïque forêt fruticée, garrigue, pelouse, par la diversité végétale et les niches écologiques offertes. Environ 78 600
en Natura 2000 hectares, pardon. Menace incendie, urbanisation, problème de vieillissement des souches dans les taillis exploités depuis longtemps. Les habitats littoraux et halophiles, environ 585 000 hectares. Les estuaires, richesse en phytoplancton importante, aire de nourrissage des oiseaux et jeunes poissons, zone de transit entre les milieux marins et d'eau douce pour les espèces migratrices, saumon, anguilles. Environ 92 200 hectares en Natura 2000. Et les menaces, l'urbanisation et l'industrialisation des zones portuaires, envasement des fonds et détérioration. Les rochers continentaux, éboulis et sables. Donc les sables, il s'agit des dunes continentales non côtières ainsi que des habitats dits rocheux, éboulis en zone de montagne ou de collines, falaises continentales et autres parois rocheuses présentes à l'intérieur des terres, dalles calcaires, sites volcaniques, grottes, glaciers. Donc environ 225 000 hectares. Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique. Habitat à large répartition avec une grande amplitude altitudinale, aux expositions et aux conditions d'humidité variées, d'où une grande diversité de communautés végétales, 26 habitats élémentaires. Environ 51 400 hectares en Natura 2000, et peu de menaces si ce n'est l'exploitation ponctuelle de la roche ou localement la pratique de l'escalade. Les milieux aquatiques non marins, environ 186 000 hectares. Les lacs eutrophes naturels, origine naturelle ou anthropique si le caractère eutrophe correspond à un fonctionnement naturel. Brenne, Sologne et Dombes. Environ 65 000 hectares de Natura 2000. Les menaces, c'est l'envasement, l'eutrophisation, la fertilisation agricole dans les bassins versants, les plantes envahissantes exotiques. Pour finir, les tourbières et marais, environ 87 000 hectares. Tourbières basses alcalines, bien qu'encore assez largement distribuées en France, surtout dans les régions calcaires, elles ont connu une importante régression au cours des dernières décennies et ne se maintiennent plus que dans un état relictuel. Environ 17 200 hectares en Natura 2000. Et les menaces, c'est le drainage agricole, la populiculture, l'exploitation de la tourbe, mais aussi la mise en décharge et remblement. Les techniques de gestion. Pourquoi faut-il intervenir sur des milieux considérés comme remarquables? Quelles techniques vont permettre d'atteindre ces objectifs et quelles en sont les limites? La restauration. On parlera de restauration lorsque des opérations parfois onéreuses et lourdes sont mises en œuvre pour retrouver un état antérieur considéré comme milieu de référence à atteindre. Un site remarquable peut être dégradé par des aménagements malheureux, drainage de zones humides, enrochement de berges, comblement de mares, élimination des surtalus, pollution par décharge. Et il est aisé d'imaginer alors les opérations de cicatrisation à réaliser. Plus insidieux est l'abandon de sites ouverts qui reprennent alors leur dynamique naturelle et se boisent petit à petit. Un milieu ouvert se ferme progressivement de manière naturelle, mais perd ses conditions de milieu ouvert et son cortège de faune et de flore. Restaurer un site ouvert, lande, pelouse, tourbière, marais, revient souvent à éliminer les végétaux ligneux qui s'y sont installés. La gestion conservatoire. On parlera de gestion conservatoire quand le travail consiste à garder les choses en l'état. Il est des milieux qui vivent leur vie sans nous et qui ne demandent que des précautions pour cohabiter avec nos activités. Une forêt, des alpages ou des barres rocheuses, des cours d'eau, des cordons dunaires ou des côtes rocheuses, des étendues d'eau, lacs, étangs, mares, des marais ou tourbières. Chacun de ces milieux peut présenter des risques pour les installations ou activités humaines de proximité que la gestion conservatoire se doit de minimiser. Chute d'arbres sur les routes forestières, protection dunaire. Ne rien faire est une façon de gérer qui nécessite presque autant d'énergie que d'agir car il faut convaincre l'opinion et les décideurs. Il y a aussi des milieux qui sont le produit d'une utilisation particulière par l'homme et qui disparaissent par abandon ou destruction à un rythme effrayant sur l'autel de la rentabilité. Landes, pelouses sèches, prés maigres, tourbières, marais, mares, bocages. L'ennemi ici est la dynamique naturelle par boisement qu'il faut contenir. Deux formules sont envisageables. 1. Le blocage de la dynamique par des coupes régulières mécaniques, fauche, qui a comme défaut d'uniformiser le milieu et d'être une opération violente, ou biologique, pâturage par les animaux peu exigeants qui créent de la diversité floristique par leur comportement. Et 2. Le retour à un stade initial après abandon, mais en rotation. Une restauration annuelle d'une fraction du site qui a évolué pendant une dizaine d'années. Chaque zone est décalée dans le temps par rapport à ses voisines. Plus de diversité, une dynamique naturelle, mais cette méthode suppose de grandes surfaces et des moyens.
Gérer un milieu suppose donc de pouvoir mobiliser une foule de techniques existantes, mais en les détournant de leurs objectifs initiaux. Le pâturage pour contenir les arbres, l'intervention sur les berges d'un cours d'eau pour que celui-ci les érode, la fauche avec enlèvement des résidus de fauche pour appauvrir le sol de la lande. Enfin, le reste du territoire est géré par le monde agricole, forestier, urbain, les particuliers. La gestion des espaces naturels ne peut se limiter aux espaces remarquables. De la conviction, de la communication et du lobbying s'imposent pour renaturer un espace français qui se dégrade très vite. Le travail sur les espaces remarquables donne une légitimité à tenter d'intervenir quand l'occasion se présente sur d'autres espaces. Réintroduction, renforcement de population. Après la disparition d'une espèce dans une région donnée, sa réintroduction est parfois envisagée. Il faut alors être sûr que les causes initiales de cette disparition ne sont plus là, puis trouver des individus recolonisateurs, issus d'élevage, de culture, de capture, de prélèvement, préparer les sites de réinstallation et assurer le lâcher. Exemple du vautour dans les Cévennes, du lynx dans les Vosges. Pour la faune, des effectifs trop réduits, une trop faible diversité génétique peuvent conduire à augmenter artificiellement le nombre d'individus par des lâchers d'animaux d'élevage ou de capture, par exemple l'ours dans les Pyrénées. Les mesures ponctuelles. Souvent, certaines pratiques sont néfastes à la biodiversité. Ici, les travaux agricoles sont avancés et les récoltes ont lieu en pleine période de nidification. Là, l'arrivée du maïs bouleverse par son calendrier la faune et la flore classique des champs. Là-bas, les opérations de remembrement suppriment et talus fossés. Les naturalistes notent les dégâts occasionnés qui pourraient être minimisés par la mise au point de mesures de sauvegarde à inventer et à faire accepter par le monde agricole. Certains plans de restauration d'espèces sont là pour répondre à ces problèmes qui existent aussi dans d'autres utilisations de l'espace. Sylviculture, gestion des cours d'eau, urbanisme et voies de circulation. La maîtrise d'usage des milieux. Intervenir sur un milieu pour le protéger ou le restaurer pose un problème de droit qui se heurte au droit de propriété, un des piliers de notre pays. Différentes formules sont possibles: devenir propriétaire du site, louer le site ou y intervenir avec l'agrément des propriétaires en place. L'acquisition permet une totale liberté d'intervention en bien comme en mal, mais présente deux inconvénients majeurs. Les propriétaires initiaux doivent accepter de vous vendre le site. Le prix à payer suppose des disponibilités financières importantes, d'où une recherche de subventions, de dons, de souscriptions, etc. La location évite cet écueil de la mise de fonds et génère des droits d'action mais ne durera que le temps de la location. La convention de gestion est une formule où propriétaires, essentiellement des collectivités, communes, départements, et gestionnaires s'entendent sur un programme d'action en signant un contrat symbolique où la parole donnée sera la seule garantie. La gestion déléguée officiellement de sites protégés réglementaires, les réserves naturelles, et la gestion contractuelle où agriculteurs, voire forestiers, s'engagent à agir pour la nature.